Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Préparez-vous à retourner en 1989, année de lancement de la console Sega Genesis au Canada, diffusion de l'épisode pilote de la série Seinfeld sur NBC, et si vous allumiez la radio, vous entendiez la chanson Another Day in Paradise de Phil Collins. Découvrons maintenant le sujet des débats de la Chambre. Aux déclarations ministérielles et aux réactions. Question orale. Chef de l'opposition, j'aimerais poser des questions au sujet ou à la ministre de la Santé au sujet de la crise pour les victimes de maladies cardiaques et lui poser une question au sujet de la déclaration qu'elle a faite à la Chambre en juin dernier. Monsieur le Président, on a annoncé alors un bottin central pour les patients de maladies cardiaques qui n'a pas été mis sur pied. On a aussi annoncé l'extension des services pour ces personnes. Cela n'a pas été mis sur pied. On nous a dit que l'hôpital Sunnybrook allait avoir une autre unité cardiaque sur pied en 88, ce qui n'a pas été fait. Elle a annoncé qu'il y aurait d'autres chirurgies de prévues à l'hôpital général de Toronto. Je peux vous dire que maintenant, cet hôpital fait moins de chirurgie que l'an dernier. Au Mont-Saint-Naï, les modifications n'ont pas été mises sur pied et à Saint-Michael, seulement 2 autres lits des plusieurs qui avaient été annoncés par le ministre ont été organisés. Comment peut-elle expliquer cet échec dans la mise en application suite à ces déclarations autour duquel on a fait beaucoup de tapage publicitaire? Voilà des promesses brisées. Et il ne suffit pas pour elle de blâmer les institutions. Il faut qu'elle, maintenant, assume la responsabilité de ces choses qui ne sont pas produites. La question a été posée. Monsieur le Président, j'aimerais dire au chef de l'opposition que la déclaration faite en juin dernier était le résultat de consultations avec les leaders du Grand Toronto et à travers la province, leaders dans le domaine des soins cardiaques. Nous avons discuté de ce qui était nécessaire pour les centres de Toronto et ailleurs, et nous avons parlé d'un échéancier. Je suis frustré comme lui qu'il y a eu des retards dans la mise en œuvre. Au moment où la déclaration a été faite, l'échéancier paraissait raisonnable et j'espère que nous réalisons des progrès pour la mise en œuvre de ces projets. Les fonds sont disponibles et il s'agit maintenant d'avoir un partenariat entre les hôpitaux et les ministères pour s'assurer que l'on affecte bel et bien ces crédits. Question supplémentaire. Monsieur le Président, on a annoncé que ces choses allaient être faites, qu'il y aurait un impact immédiat pour réduire la longueur de la liste d'attente et qu'il y aurait un impact sur la chirurgie faite dans cette ville et dans cette province. Et voilà, ces promesses n'ont pas été tenues comme bien d'autres de ce gouvernement libéral. J'aimerais demander à la ministre si elle peut m'expliquer pourquoi son gouvernement n'a pas fait une proposition pratique au sujet de la crise dans les soins infirmiers, la pénurie des infirmières, pourquoi il n'y a pas eu une intervention de sa part ou de son gouvernement pour qu'une fois ces immobilisations entreprises, une fois ces lits disponibles, les hôpitaux n'ont pas encore le personnel pour fournir les soins avant, pendant et après la chirurgie. Madame la ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition n'a pas bien analysé la situation. Bien qu'il y a eu certains retards, le bottin a été mis sur pied, l'hôpital Western a une capacité accrue, il y a des lits supplémentaires dont j'ai parlé dans ma déclaration d'aujourd'hui à St. Michael's. Sudbury a augmenté sa capacité de soins cardiaques et la capacité
de Hamilton doit être accrue dans les prochaines semaines. Dernière question supplémentaire. On n'a pas répondu à mes questions sur les soins infirmiers. On peut parler avec la ministre de ce qui a ou de ce qui n'a pas été fait. Monsieur me dit que les engagements pris en juin ont été remplis. J'aimerais bien qu'elle essaie de convaincre les patients qui attendent. Elle sait très bien que les promesses n'ont pas été tenues. Monsieur le Président, la ministre sait que la première recommandation du rapport spécial sur la main-d'œuvre en soins infirmiers menée sous l'égide de l'Association des infirmiers et infirmières de l'Ontario recommande que l'Association des hôpitaux et l'Association des infirmiers et infirmières adoptent des barèmes de rémunération pour attirer les infirmiers et infirmières dans toutes les unités, y compris les unités cardiaques. On sait aussi que le président de l'Association des infirmières de l'Ontario a dit qu'elle était prête à rouvrir les conventions collectives des infirmières pour que l'on tienne compte directement des barèmes de rémunération pour les infirmières dans les unités cardiaques et les unités de soins intensifs. J'aimerais poser à la ministre une question directe. Est-elle prête à rencontrer l'Association des hôpitaux et trouver une façon de financer le type d'augmentation salariale qui sont tout à fait essentielles pour attirer des infirmières dans ces unités? Madame la ministre. Monsieur le Président, comme le chef de l'opposition le sait, plusieurs recommandations ont été faites dans le rapport qui a été déposé au sujet de la main-d'œuvre infirmière. On parle, entre autres, des obligations des employeurs, c'est-à-dire les hôpitaux et des employés, en plus des obligations des éducateurs et du gouvernement. Comme il le sait, j'ai pris un engagement de réexaminer la loi sur les hôpitaux publics pour s'assurer que les infirmières participent pleinement et soient reconnues comme membres à part entière de l'équipe des soins de santé. Je suis heureux de voir que l'Association des infirmières est prête à retourner à la table de négociation, convention ratifiée avec les hôpitaux. Je suis heureux que cela soit fait. J'aimerais bien que les questions telles les primes différentielles pour les unités de soins critiques soient discutées. Je sais que la convention collective entre l'Association des infirmières et l'Association des hôpitaux de l'Ontario pourrait être modifiée afin de permettre une certaine souplesse dans les dispositions pour s'assurer que les besoins des unités de soins critiques dans le Grand Toronto soient adressés. Une nouvelle question, chef de l'opposition. J'ai une question au ministre, à l'intention du ministre des Affaires sociales et communautaires. Il y a eu un rapport un rapport interministériel fait sur les auxiliaires familiales. Un rapport qui est paru en juillet 88. Le rapport déclare l'augmentation des auxiliaires est le facteur le plus important pour s'assurer la viabilité permanente du système de soins à domicile. Le ministre est-il d'accord avec ces déclarations et qu'a-t-il l'intention de faire pour régler cette question où une auxiliaire de Port Corbin auquel j'ai parlé aujourd'hui m'a dit qu'elle fait 5 $ l'heure pour offrir des soins aux personnes âgées à domicile. Que va-t-il faire pour augmenter son salaire? Eh bien, en réponse à des questions à la Chambre la semaine dernière au sujet du déficit, j'ai dit très clairement que l'une des questions clés, c'était les salaires de ces travailleuses et de ces auxiliaires et qu'une attaque du déficit n'allait pas régler ce problème. Certes, le salaire de ces auxiliaires est un problème sérieux. Mais alors, quelle est votre réponse? Qu'allez-vous faire
pour donner suite à la recommandation la plus fondamentale de ce comité. Ce comité a fait une recommandation fondamentale et qu'allez-vous faire pour donner suite à cette recommandation, à savoir que si vous voulez maintenir la viabilité de ce système, si vous voulez mettre fin au roulement de 100-120 % dans la province, qu'allez-vous faire pour vous assurer que ces gens aient un salaire qui leur permette de bien gagner leur vie et qui leur permette de rester en poste pour que l'on n'ait pas à les remplacer tous les 3 ou 4 mois. Qu'allez-vous faire pour donner suite à cette recommandation fondamentale de vos propres bureaucrates? Monsieur le Président, mon cher collègue sait que ces 3 dernières années, mon ministère, en plus du ministère de la Santé, a affecté 14 millions de dollars de plus dans les programmes d'auxiliaire familial de la province. Ce faisant, nous convenons qu'il y a eu une augmentation des besoins et ainsi mon ministère et le ministère de la Santé préparent une révision complète des programmes de soins communautaires versus les programmes de soins en institution. Et mon cher collègue sait très bien qu'en ce moment, le programme des soins en institution de nos 2 ministères représente une grande part de nos budgets. Si nous pouvons trouver une façon de déplacer certains des crédits de ces programmes au programme de soins communautaires, nous allons alors pouvoir régler ces questions. Mais nous allons donc nous adresser directement, très prochainement, à cette question des salaires des auxiliaires. Ce gouvernement et le gouvernement précédent a étudié cette question entre les relations entre les institutions et les soins depuis plus de 10 ans. Il y a beaucoup de rapports déjà sur cette situation. Les gens qui ont fait une démonstration à l'extérieur en ont apporté énormément aussi. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une augmentation et un engagement de la part du gouvernement afin que les soins communautaires augmentent. Tous les gouvernements en place doivent le faire. Qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire pour augmenter les gens maintenant? Monsieur le Président, cela devient de plus en plus difficile de répondre à ces questions. Comme vous le savez, le chef de l'opposition au cours des derniers mois et ses collègues et les membres du 3e parti ont de plus en plus posé des questions au ministre de la Santé au sujet de ces sommes pour ce programme qui existe déjà. Le député est au courant que l'année dernière, les impôts étaient de 1,3 million attribués à ce programme. Tous ces nouveaux impôts, à l'exception de 100 millions, ont été attribués à ce programme. Et cela répond à ces questions qui ont été soulevées continuellement ici. Nous ne pouvons continuer à verser ce genre de sommes dans les institutions et en même temps ajouter aux soins communautaires. Nous devons trouver une façon d'équilibrer ces services. C'est ce que nous essayons de faire. Nouvelle question. Le député de Sarnia. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au même ministre. De la même façon que le chef de l'opposition, le ministre est au courant qu'il y a eu une démonstration ici sur les marches du Parlement et il y avait des préoccupations au sujet de la présence du Premier ministre. Leur vue, leur opinion au sujet de l'avenir de ce programme, il s'agit des rapports interministériels qui ont été élaborés il y a 2 ans et qui ont été publiés il y a 6 mois relatifs aux changements qui doivent être faits dans les soins communautaires. Qu'est-ce que le ministre a l'intention de faire avec ce rapport? Doit-il le mettre en œuvre, le mettre sur pied et quand? Monsieur le ministre, Monsieur le Président,
Il y avait 3 recommandations essentielles dans ce rapport. Une a déjà été discutée. Il s'agit du salaire des auxiliaires familiales et la deuxième, il s'agit de la formation de ces auxiliaires. Les soins dont ont besoin les personnes âgées sont de plus en plus sérieux, de plus en plus difficiles. La troisième, il s'agissait du taux payé à l'agence qui doit donner ces services. Et à ce moment-là, nous avons été mis au courant des soins de la Croix-Rouge. Tout cela a été pour nous des choses légitimes. Nous travaillons là-dessus en ce moment. Comme le disait le député, ce rapport a été déposé il y a 6 mois et depuis, nous avons été constamment en contact avec les différentes parties, les municipalités. Comme vous le savez, mon ministère dépense 60 %, paye 60 %. Nous avons consulté vendredi dernier ces gens pour savoir qu'est-ce qui serait nécessaire en court terme. Et c'est un processus continu. Les 3 points sont étudiés supplémentaires. Ce rapport a été préparé par votre ministère en consultation. Il s'agit d'un rapport interne de votre propre ministère. Deuxièmement, c'est en ligne directe et cela appuie les promesses faites par le Premier ministre au cours de la dernière élection, quand le Premier ministre a dit qu'il allait étendre ce programme à toute la province et dans les régions où il n'y en a pas en ce moment. Est-ce que le ministre peut me dire si les gens qui sont venus ici et qui ont démontré ici à Queen's Park, et s'il peut nous donner quelques indications sur ce qu'il a l'intention de faire sur ces sujets, par exemple le fait que ces gens sont payés de façon inadéquate. Est-ce qu'il peut nous donner une indication sur le temps, l'échéancier de ce qu'il a l'intention de faire par rapport à ce rapport préparé par son propre ministère? Monsieur le Président, je ne pense pas avoir dit que c'est sur cette base que nous sommes d'accord. Je ne nie pas cela. En même temps, Monsieur le Président, je dois rappeler à mon honorable collègue que notre ministère se sert d'un programme qu'il a déjà, qui était en 1981, de 1981 à 1984, reposait sur les tablettes et rien n'a été fait. Nous ne disons pas que nous avons fait tout ce que nous devions faire. Nous savons quels sont les besoins, mais les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est que nous faisons quelque chose d'actif. Nous nous occupons des gens âgés, nous nous occupons des salaires, nous nous occupons de la maladie d'Alzheimer et du programme d'auxiliaire familial. Ce gouvernement dépense 376 millions pour tous ces services. Supplémentaire final. Ce programme n'a pas utilisé tout l'argent que vous aviez dans votre budget. Laissez-moi demander au ministre. Depuis plusieurs semaines, nous discutons du déficit de la Croix-Rouge et des agences qui donnent ces services d'auxiliaire familial. Jeudi dernier, nous avons parlé du besoin de combler ce déficit afin que ces soins puissent se poursuivre. Aujourd'hui, il y a une démonstration publique et tout à fait à ce moment-là, entre les jeudis et aujourd'hui, et la démonstration d'aujourd'hui, il y a eu une annonce très intéressante. Et depuis des semaines, ce ministre laisse de ça de côté
Et tout à coup, la manne tombe du ciel et une annonce est faite au sujet de la Croix-Rouge, à savoir qu'elle recevra 1,1 million. Et je demande au ministre, que s'est-il passé? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais demander à notre député d'examiner les réponses que j'ai données la semaine dernière. Il y en a eu 3 à 3 différentes occasions et à chaque fois, j'ai indiqué très clairement que nous étions en train de renouveler et étudier cette demande et que nous étions prêts à louer. Et j'ai dit précisément, justement, à l'honorable député que nous n'allions pas payer. Non, je n'ai pas dit ça. Nous avons dit très clairement que nous essayons de trouver les ressources et que nous allions essayer de savoir si d'autres agences que la Croix-Rouge pouvaient donner ces soins, pouvaient fournir ces soins. Nous allions vérifier le déficit nous-mêmes. Tout cela se faisait la semaine dernière et cela n'avait pas été encore résolu, donc je ne pouvais répondre à mon collègue. Cela a été résolu à la fin de jeudi dernier en fin de journée, et vendredi, nous avons procédé. Le député de Parry Sound. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre de la Santé. En réponse à un certain nombre de questions que moi et d'autres députés ont posées pour la chirurgie cardiaque, vous avez répondu que notre système est conçu pour que les gens dont la vie est menacée soient traités en priorité. Vous avez dit également que les gens qui ont besoin de soins immédiats peuvent être soignés. Vous en tenez-vous à cette réponse, Madame le ministre? Monsieur le Président, je pense que mon collègue sera d'accord que le système est conçu pour que les gens ayant besoin de soins urgents reçoivent ces soins en priorité. Eh bien, Madame le ministre, j'ai des faits sur un commettant de ma circonscription. Monsieur Porter a 56 ans. Il a 8 crises cardiaques pendant les 18 dernières années. Il a été hospitalisé 8 fois pendant une semaine depuis avril 1988. Il a eu un triple pontage. Il a un anévrisme dans le ventricule gauche. Il est sous traitement d'oxygène depuis octobre. Il a des médicaments à prendre tous les jours. Il a eu encore un pontage en 86 et il est sur une liste d'attente dans la province de l'Ontario pour une opération cardiovasculaire depuis 1988. Diriez-vous, Madame le ministre, qu'il s'agit d'une situation d'urgence et pourquoi est-il encore sur la liste d'attente? Mon collègue n'ignore pas que depuis l'annonce de juin, nous essayons d'augmenter la capacité de patients cardiaques. J'ai déclaré à plusieurs reprises que nous avons confiance aux docteurs pour qu'ils fassent preuve d'un jugement sûr pour déterminer qui doit recevoir les soins d'urgence. Je conseille toujours aux patients de contacter leur médecin afin que les décisions les plus salutaires puissent être prises. Et je dirais à mon collègue que je ne suis pas médecin. Nous reconnaissons qu'il y a eu une augmentation importante du nombre de gens à qui l'opération est recommandée. Nous avons pris des mesures pour augmenter le nombre de lits pour les patients ayant besoin de soins cardiaques à travers la province. Et je pense que ces mesures vont aider les médecins à envoyer leurs patients aux endroits les plus recommandés. Question finale supplémentaire. Je pense que ceci n'est pas la réponse au problème, Monsieur le Président. Et pour ce qui est des autres réponses que le ministre nous a données au cours des derniers mois, elles ne répondent pas non plus au problème. Je peux vous parler de plusieurs personnes. Un monsieur de 36 ans, mort en mars dernier en attendant une opération cardiaque.
M. Thornton, un autre commettant, dont l'opération a été remise 5 fois jusqu'à ce qu'il ait pu enfin se faire opérer en avril. Il a eu une crise cardiaque sur la table d'opération et il est mort 3 jours plus tard. Un commettant de Sarnia, mis sur la liste d'urgence, a finalement eu son opération en décembre 88. Lui, au moins, il a eu de la chance. En octobre 88, Brandon McLean, 48 ans, devait avoir une opération dans les 24 heures et est mort à Kingston, un homme de 46 ans, etc. Monsieur le Président, je n'ai même pas fait la moitié de ma liste. Et rien qu'il y a quelques jours, ma question est-ce que les autres gens vont subir le même sort que ces malheureux ou allez-vous prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation? Le député veut-il s'asseoir? Silence. Le député de Parry Sound. Madame le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons fait des progrès récemment et la capacité de patients cardiaques a augmenté. Et vous noterez peut-être, grâce à Sudbury, qui a reçu des lits supplémentaires, va envoyer certaines de ses infirmières à Toronto en février afin que l'unité de soins intensifs de Toronto puisse mieux dispenser les soins que maintenant. Je peux affirmer à mon collègue que depuis plusieurs années, plus de 5000 opérations de pontage ont été effectuées dans la province de l'Ontario, ce qui représente une augmentation considérable. Et je peux lui dire qu'au fur et à mesure que nous augmenterons cette capacité, nous pourrons collaborer avec les médecins et les hôpitaux pour faire en sorte que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. Merci, Monsieur le Président. Une question au ministre concernant les compagnies d'assurance de l'Ontario. Le ministre sait que vendredi dernier, la compagnie Prudential a déclaré qu'elle n'offrirait pas de nouveaux contrats d'assurance aux habitants de l'Ontario. Il s'agit de la 4e ou 5e compagnie qui s'est retirée du marché de l'Ontario depuis 4 ou 5 mois. Le ministre est-il disposé à cesser ce processus de retrait pour empêcher que les compagnies cessent d'offrir des assurances automobilistes? Alors, que compte-t-il faire pour qu'au moins les automobilistes aient des choix, des solutions de rechange dans le secteur privé? Monsieur le député, il y a un nombre de compagnies importantes qui offrent encore des contrats d'assurance aux habitants de l'Ontario. Le député pourrait peut-être aussi donner une liste des compagnies qui, elles, offrent encore des contrats d'assurance. Il y a environ 170 compagnies actuellement, plus ou moins, mais à peu de choses près. Ces compagnies offrent encore de l'assurance aux habitants de l'Ontario. Monsieur le Président, ministre après ministre déclare que tout va très bien en Ontario, tout va pour le mieux. Les compagnies d'assurance, les gens qui meurent sur la table d'opération, les compagnies d'assurance se retirent du marché. Et tout ce que vous pouvez trouver à dire, mais c'est, eh bien, nous allons les augmenter de 9%. Et comme dit l'autre compagnie, nous voulons une augmentation de 35% ou nous cessons de desservir le marché. Monsieur le ministre, qu'êtes-vous disposé à faire pour garantir que les habitants de l'Ontario, qui sont obligés par la loi d'avoir une assurance, puissent avoir accès à des primes raisonnables sans aller au secteur public? Ou alors êtes-vous décidé à considérer sérieusement des régimes publics d'assurance? Mon estimé collègue exagère. Premièrement, je citerai l'exemple
d'une compagnie déclarant qu'elle a besoin d'augmentations énormes. Certaines ont déclaré que 53% était nécessaire. Certains clients ont donc déclaré qu'ils allaient changer de compagnie. Alors là, les compagnies ont déclaré, oui, nous n'avions pas vraiment besoin de 53% d'augmentation, ne changez pas d'assureur. Ce que le député de Windsor-Riverside m'a demandé, Monsieur le Président, en fait, c'est ce qu'on peut faire pour que le public ait un choix. Et je vous répète qu'il y a 170 compagnies actuellement qui offrent des contrats d'assurance aux automobilistes. Ce qui se passe également, Monsieur le Président, c'est qu'une audience publique permet également au public de s'assurer que les barèmes des primes sont fixés de façon équitable et qu'ils sauront exactement en quoi consiste la prime qu'ils payent. Je peux déclarer aux habitants de l'Ontario, Monsieur le Président, que ce processus va se prolonger, qu'il est équitable et que les compagnies privées, ce qui est une situation peu ordinaire, la décision incombe aux compagnies privées. Je vous remercie. Merci. Silence. À l'ordre, à l'ordre. Le député de Nipissing voudrait poser sa question. Bien, si le député de Lake Nipigon veut gaspiller son temps, à l'ordre. Nouvelle question, le député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Question pour le trésorier. Monsieur le trésorier, la réunion des employés des conseils scolaires de cette province ont été surpris d'apprendre la seule façon dont les taxes. Les conseillers scolaires ont constaté qu'on leur faisait du chantage de la part de l'opposition, que s'ils voulaient davantage de fonds pour les écoles, que la seule façon d'avoir ces augmentations serait d'appuyer la proposition sur la taxe sur les lotissements. Je demande au trésorier, à Monsieur le trésorier, partagez-vous ces opinions ou commencez-vous à avoir l'impression, comme moi, que certains de vos dignitaires cupides estiment que leur seule utilité dans la vie, de trouver des moyens de faire cracher encore de l'argent aux contribuables malgré eux. Monsieur le trésorier, mon estimé collègue parle avec nostalgie de l'ancienne façon d'agir, c'est-à-dire d'appuyer la nécessité de fonds. Depuis 3 ans que nous avons la responsabilité du Trésor, 300 millions sont désormais alloués aux écoles élémentaires et ceci permet une planification à plus long terme que selon l'ancien système. Le budget prévoit allouer au moins cette somme pour les prochaines périodes. Nous avons indiqué que nous voulons dépenser ce qu'il faudra pour répondre aux besoins de la communauté tels qu'ils sont conçus actuellement. Supplémentaire. Malgré vos promesses électorales, vous avez diminué votre part du financement de l'éducation qui était de l'ordre de 49% à moins de 44%. Maintenant, vous voulez diminuer les octrois en capitaux de 60% à 45%. Si je comprends bien, ce que vous nous proposez maintenant, c'est une taxe sur les lotissements, sur les nouveaux lotissements, qui fera grimper les prix de maison de 5 000 à 10 000 $. Vous avez le choix, ce qui représentera
une augmentation de 1 à 2 du prix de la maison. Mais vous allez compliquer le problème parce que très peu de maisons seront abordables. Donc, ce que je dis maintenant, c'est que vous proposez d'augmenter, d'accroître le problème des maisons disponibles en prélevant des revenus des municipalités de l'ordre de 1 à 2 du prix des maisons. À l'ordre. The question has been asked. Will the member take his seat? Order. Treasurer. La question a déjà été posée. Le trésorier, Monsieur le Président, je suis sûr que vous-même, ainsi que l'honorable député qui a posé la question, a lu les propositions dans notre politique qui, tout en proposant la taxe sur le lotissement comme une des alternatives de solutions de rechange, on en parle des autres solutions. On a parlé d'un fonds de prêt spécial qui prélèverait des fonds du régime des retraites du Canada pour certaines municipalités. Et en même temps, nous avons proposé une modification à la loi pertinente, ce qui permettrait au conseil scolaire de s'entendre avec les promoteurs immobiliers. Selon cette entente, les taxes sur le lotissement ne seraient pas utiles si jamais ces promoteurs deviendraient responsables de la construction des écoles. Donc, ce que nous avons proposé, c'est toute une série de solutions qui signifieraient que les contribuables de la province, plutôt que de dépenser 373 millions par an, vont recevoir des immeubles de qualité pour les écoles, pour faire suite à la demande des communautés et aussi pour veiller à ce que la qualité de l'éducation va augmenter sous la direction de mon collègue, le ministre de l'Éducation. Nouvelle question. À l'ordre. Le député de Scarborough-Ellesmere voulait prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation professionnelle. Le ministre doit savoir que d'après le sondage commandité par Southern Incorporated, 24% des adultes ne sont pas alphabètes. Et je suis sûr qu'il y a un bon nombre de gens qui ne peuvent pas participer aux activités quotidiennes que nous prenons pour acquis. On se concentre de plus en plus sur les programmes d'alphabétisation au niveau du gouvernement fédéral et on a aussi pensé au fonds que vous avez accordé à ces groupes qui encouragent l'alphabétisation. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce financement est à votre avis suffisant pour combattre l'analphabétisme en Ontario? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. En réponse à la dernière partie de la question, c'est-à-dire si je pense qu'il s'agit des fonds suffisants pour combattre l'analphabétisation dans la province, je dirais non, Monsieur le Président. Mais je me hâte d'ajouter que ce ministère, ce gouvernement, ont pu attirer l'attention de diverses personnes au sein de la communauté, telles que les syndicats, les entreprises, ainsi que d'autres gouvernements, pour tenir compte de cette situation très sérieuse qui existe en Ontario. Il s'agit on essaie de comprendre pourquoi l'alphabétisation des adultes se situe à quelques 25%. Monsieur le Président, ce gouvernement et mon ministère ont dépensé 40 millions de dollars concernant ces programmes d'éducation et d'autres ministères ont dépensé environ 10 millions de dollars de plus pour combattre l'analphabétisation. Je vais ajouter en outre que nous avons pu accorder des fonds à 20 groupes francophones dans cette province et 20 autres groupes autochtones. Je dirais que ce n'est pas suffisant, encore une fois, pour se débarrasser de l'analphabétisation. Merci. Question supplémentaire. Le ministre doit savoir que la déclaration concernant 110 millions de dollars
a été effectué par le Premier ministre en septembre. Et j'aimerais savoir si le partenariat avec le gouvernement fédéral constitue de nouvelles encourageantes pour votre ministère. Encore une fois, je suis heureux d'entendre cette question. Et les députés du troisième parti se demandent qui a écrit cette question. Je suis heureux de voir que le troisième parti prête oreille. C'est le gouvernement fédéral lui-même qui a consacré 110 millions de dollars répartis sur 5 ans pour combattre l'analphabétisation. Et d'une façon, le gouvernement provincial, lui, a accordé 100 millions de dollars pour 2 ans. Et je suis très heureux de recevoir ces sommes d'argent du gouvernement fédéral. J'espère, Monsieur le Président, que plus tard, nous allons y consacrer davantage d'argent pour combattre ce problème très sérieux que l'analphabétisme. 1990 est l'année internationale de l'analphabétisme et je vois que les députés de l'opposition vont appuyer nos projets ainsi que le gouvernement fédéral le fera. J'espère qu'on pourra trouver des solutions concrètes à ce problème dans cette province. Nouvelle question, le député de Rainy River. Ma question s'adresse au procureur général. La semaine dernière, à l'occasion de l'ouverture annuelle des tribunaux, du calendrier judiciaire, le chef juge avait déclaré que 282 criminels ont été libérés à cause des retards à régler leur cas. Et est-ce que le procureur général a l'intention de trouver des moyens de régler ces cas très rapidement, parce que sinon le système judiciaire va connaître une mauvaise réputation. Donc, qu'est-ce que le procureur général a l'intention de faire, étant donné qu'il a insisté que la situation n'est pas sérieuse? Réponse, il est important de placer les choses en perspective. Des cas sont traités en Ontario devant 240 tribunaux. Plus de 450 juges président à ces questions, ce qui est la proportion la plus importante. Des milliers de cas sont traités en Ontario chaque semaine et d'après les chiffres proposés par le chef juge, les listes pour les cas civils et criminels sont très longues pour tous les tribunaux. Nous avons des problèmes dans 6 municipalités pour la division criminelle. Et ces problèmes existent surtout dans les villes dortoirs avoisinantes de la métropole de Toronto. Comme j'avais déclaré la semaine dernière, le juge en chef et moi, j'ai essayé de trouver la solution à ce problème et comme j'ai déclaré à la Chambre l'autre jour, j'ai plusieurs projets pour faire face à ce problème. Je suis sûr qu'avec la gestion qui en fait et représente une coopération entre le gouvernement et les juges, nous pouvons trouver des solutions à ce problème. Question supplémentaire. Je suis toujours étonné par la façon dont le procureur général se tire d'affaire. La question ne concernait pas le nombre de juges, mais plutôt la division criminelle de la Cour de la province, où 282 criminels ont été libérés l'année dernière. De plus, même après avoir mis sur pied votre système de coordination de procès à Ottawa, cela n'a diminué le retard de 14 mois à 12 mois. Pour vous, c'est du progrès. Vous avez déclaré que cela ne concerne que les villes dortoirs de la métropole de Toronto. Eh bien, 60% de la population de la province habite dans ces régions. Cela signifie que 60% de la population ne reçoit pas le type de tribunal et de justice qu'il mérite. Je veux le dire, les gens dont on parle étaient acquittés par les tribunaux. À mon avis, ce n'étaient pas des criminels. Et compte tenu de cet acquittement, je ne suis pas prêt à accepter qu'il s'agissait des criminels. Nous avons eu du mal à comprendre les chiffres proposés par le juge en chef. Je ne suis pas
en mesure d'évaluer ces déclarations. Mais je crois qu'il est... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'avais déclaré. C'est vous qui l'avez fait. Mais je voudrais toutefois faire remarquer à l'honorable député qu'il y a quelques 10 000 accusations qui sont portées chaque année en Ontario et qui sont réglées. Nous avons un système de justice, comme l'ont reconnu le juge vendredi dernier, dont nous pouvons être très fiers. Ce que nous devons faire pour assurer son fonctionnement efficace, c'est de le gérer de manière correcte. Ce procureur général ne détermine pas si les tribunaux doivent siéger en été, le dimanche, le soir. Ces décisions sont prises par un organisme indépendant. Et le juge et moi-même avions conclu que cette méthode pour qu'il y ait une collaboration dans la gestion est très importante. C'est pour cela qu'on l'avait entrepris et nous avons connu beaucoup de succès dans les 6 semaines qu'ont duré cette collaboration. Nouvelle question, député de Leeds-Grenville. Ma question s'adresse au ministre des Institutions financières. Il doit savoir que les audiences de la Commission de révision des primes d'assurance automobile doivent conclure la délibération ce vendredi. Et je suppose que M. Kruger le tient au courant de ce qui se passe. Je me demande s'il a une idée des présentations qui ont été effectuées auprès de la Commission et combien de présentations viennent de la région à l'extérieur de la métropole de Toronto. Réponse. Je veux donner le nombre exact des présentations demain. Je vais avoir le décompte, le dénombrement demain. Monsieur le Président, nous aurions aimé recevoir ces renseignements plus tôt, surtout pour ce qui est le nombre des gens qui n'habitent pas la région de la métropole de Toronto. Les audiences vont se terminer sans que la Commission ait siégé ailleurs. Si la Commission s'intéressait vraiment à la participation du public et aux diverses régions, il ne fallait pas siéger seulement à Toronto. Plutôt, nous voyons les députés libéraux qui se félicitent de l'excellence du travail accompli en Ontario et au nord de la province. Mais en fait, la Commission ne veut pas entendre l'opinion de la population d'Ottawa, de Windsor et de Thunder Bay. Il ne s'intéresse que de la métropole de Toronto. Donc, comment est-ce que le ministre peut défendre le fait qu'il n'avait pas assuré que les audiences aient lieu ailleurs afin que toute la population de l'Ontario puisse avoir l'occasion de présenter son opinion? Réponse. Les audiences durent depuis quelque temps, comme l'honorable député l'avait déclaré, et en fait, la documentation qui a été compilée devant les représentants ou les membres de la Commission tiennent compte d'une série de questions qui sont pertinentes aux primes d'assurance pour toute la population, c'est-à-dire quelles méthodes seront utilisées pour déterminer les primes d'assurance. La Commission devait étudier en public quelles étaient les primes d'assurance et comment ces primes doivent être établies afin d'assurer que le marché soit équitable. Et je peux vous dire que le marché ne concerne pas seulement la communauté urbaine de Toronto, mais comprend toute la province. Je crois qu'il est très clair à tout le monde ici, à titre de député et de clients des compagnies d'assurance, que ce mandat est important pour toute la population de la province. Leurs études vont tenir compte des questions d'assurance partout dans la province. Ils sont censés étudier tous les éléments qui font partie intégrante du processus d'élaboration des primes. Et je peux dire à l'honorable député que, à l'ordre. Merci. Nouvelle question, le député de
Nouvelle question, le député de Mississauga-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Au cours des derniers mois, on a offert plusieurs octrois pour les garderies dans ma circonscription, dont un centre sans but lucratif et un octroi à West Place Center et un autre octroi à la garderie de la YMCA à Mississauga. Cette garderie sera construite bientôt. Nous sommes reconnaissants de ces octrois, mais j'aimerais savoir ce que le ministre fait pour veiller à ce qu'il y ait davantage de garderies dans le milieu de travail pour servir un plus grand nombre de familles en Ontario. Réponse. Monsieur le Président, le nombre total des garderies en milieu de travail s'élève à 50 actuellement. Et environ 12 de ces 50 sont exploités par divers ministères à travers la province. Mais pour assurer qu'il y en ait davantage, nous avons pris deux mesures. Nous avons offert un fonds de démarrage de 55 000 à tout employeur qui aimerait bien mettre sur pied une garderie dans le milieu de travail. Deuxièmement, nous avons mis sur pied un comité consultatif dans chacun de nos bureaux à travers la province afin de pouvoir aider les employeurs pour ce qui est de l'interprétation de la loi et les mesures qui doivent être prises et les étapes à suivre pour obtenir un permis et comment répondre aux besoins de leurs employés ainsi que trouver le financement nécessaire compte tenu des diverses expériences que nous avons connues. Compte tenu de la situation, il n'y a aucune raison pourquoi un employeur qui voudrait ce service ne pourrait pas l'obtenir. Question supplémentaire, je suis en faveur de cette notion de garderie en milieu de travail et dans la société contemporaine où il existe de nombreuses familles monoparentales. Souvent, vous avez des familles où les deux conjoints travaillent. Il me semble qu'il est très important d'avoir des garderies qui offrent suffisamment de souplesse, non seulement dans le milieu de travail, mais aussi pour répondre aux demandes imposées par le travail par équipe. Est-ce que le ministre a des mesures pour assurer que les garderies sont non seulement disponibles en milieu de travail, mais puissent offrir tous les services dont ont besoin les parents? Monsieur le Président, dans le rapport pour les nouvelles orientations, nous avons inclut 2 ou 3 initiatives. Tout d'abord, on a parlé de l'établissement et du financement des groupes de développement communautaire dans diverses régions de la province. Il s'agit de groupes de volontaires, de bénévoles qui se réunissent et évaluent les besoins de la communauté en tenant compte d'un horaire de travail fractionné, de travail de fin de semaine, et informe les services qui offrent, les organisations qui offrent ces services de garderie, quels sont les besoins. À Ottawa, par exemple, une garderie offre ces services 24 heures par jour parce qu'ils ont trouvé que c'est nécessaire. Deuxièmement, nous avons fait un programme de services flexibles et au départ, nous avons offert quelques 10 millions de dollars. Pour cette année, nous avons offert 3 millions de dollars supplémentaires. Par la suite, nous avons vu 290 projets qui desservent le besoin de plus de 400 000 enfants. Je crois que nous avons reconnu l'importance de cela, Monsieur le Président. Député Dr. Rico Rexdale. Monsieur le Président, le 14 octobre et le 14 décembre, la Société protectrice des animaux a envoyé des représentants au procureur général. Dans leur mémoire, ils ont indiqué que suite à des dispositions d'exclusion des animaux domestiques mises en place par certains propriétaires, un très grand nombre de personnes avaient à abandonner leurs animaux domestiques et 10 000 animaux domestiques devaient être tués.
puisque le ministère n'a même pas accusé réception de ce mémoire. Il n'y a donc pas répondu. J'aimerais savoir ce qu'il a l'intention de faire. Avez-vous l'intention d'amender la loi sur les propriétaires et les locataires pour éliminer ces dispositions? Réponse, eh bien, Monsieur le Président, le problème se présente quand des gens qui ont des animaux domestiques et qui veulent les garder signent un bail qui stipule qu'on ne peut pas garder d'animaux domestiques dans ces logements. Ces gens ont alors à décider s'ils doivent garder leurs animaux domestiques. S'ils ne veulent pas garder leurs animaux domestiques, s'ils veulent garder leurs animaux domestiques, ils ne doivent donc pas signer de baux qui comportent des dispositions au contraire. C'est, il me semble, la solution finale à ce problème supplémentaire. Si je comprends bien la position du ministre, c'est qu'il dit que toutes ces personnes handicapées et ces personnes âgées, ils ont à choisir soit de mettre à mort leurs animaux domestiques ou d'avoir un logement. C'est précisément ce que vous avez déclaré. Où ces gens doivent-ils déménager? Le ministre ne convient-il pas qu'en vertu de la loi sur les logements locatifs, et je ne sais pas pourquoi le ministre est si choqué, je lui ai envoyé un cadeau de Noël. Question? À l'ordre, s'il vous plaît. Pourquoi le ministre ne convient-il pas de biffer les dispositions portant sur les animaux domestiques? Réponse, Monsieur le Président. Il est fort clair que si des locataires signent des baux où il n'y a pas de disposition touchant les animaux domestiques, qu'il n'y a aucun tribunal qui va les expulser, à moins que ces animaux domestiques ne soient des nuisances. Mais si un locataire signe un bail qui comporte une disposition empêchant la propriété d'animaux domestiques, eh bien, il n'est pas surprenant de voir ensuite que le propriétaire se serve de ces dispositions et les applique. Voilà la situation et les locataires de la province auront à décider s'ils veulent vivre dans des immeubles où on ne permet pas les animaux domestiques ou s'ils veulent vivre dans des immeubles où on permet les animaux domestiques. Nouvelle question, député de Mississauga Sud. Monsieur le Président, ma question est à l'intention du ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le ministre connaît un problème très sérieux que nous avons dans ma circonscription qui touche des sols contaminés par le plomb, contaminés par l'usine Exide et Tenali. Il sait aussi que pendant les rencontres portant sur les prévisions budgétaires du 14 novembre, je lui ai demandé ce que son ministère avait l'intention de faire pour donner suite aux engagements qu'ils avaient pris envers les commettants de cette région, à savoir qu'il y aurait assainissement des sols ce printemps et que cela devrait être complété à l'automne. À ce moment-là, on m'a dit qu'il devait y avoir un engagement tripartite, c'est-à-dire entre les compagnies, le ministère et les municipalités pour défrayer ces coûts. Ma question est la suivante, Monsieur le Président. Puisque la Ville de Mississauga a adopté une résolution à l'effet qu'ils ne déferont pas les coûts d'assainissement de sol, et puisque le président de la commission régionale de Peel, à l'ordre s'il vous plaît, je suis certain qu'il y a une question dans cette intervention. Eh bien, j'étais prête à continuer de vous écouter. Vos renseignements étaient fort utiles, mon cher collègue. Oui, vous vous souviendrez de notre discussion à ce sujet pendant l'étude des prévisions budgétaires. Des conversations ont lieu entre le ministère de l'Environnement et la Ville de Mississauga. Au niveau des fonctionnaires,
Cette discussion a porté sur la façon de faire participer la ville de Mississauga ou faire participer la région de Peel. Vous vous rappellerez qu'il y a un quartier de Toronto, ici, dans la ville de Toronto, où la ville s'est fait un plaisir de participer à l'assainissement des sols contaminés. Et suite à cela, nous avons travaillé de concert avec le ministère de l'Environnement, avec la ville de Toronto et avec les représentants du quartier pour nous assurer qu'un assainissement rapide des sols ait lieu, ce qui a eu lieu. Ces discussions ont été entreprises par les fonctionnaires du ministère de l'Environnement. On en a discuté avec les représentants du maire et j'espère que nous allons voir des progrès réalisés. Je suis certain, merci, que la députée a eu réponse à sa question. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le ministre doit tenir compte du fait que ces fonctionnaires ne rencontrent pas les représentants du maire. En fait, cela a été renvoyé à la région de Peel et les commettants de la communauté veulent savoir, quels que soient les engagements financiers de ces partis, quand est-ce que ce programme d'assainissement va être mis sur pied. Cela n'a rien à voir avec la ville de Mississauga, mais bien avec la région de Peel. Eh bien, comme on le sait, comme pour le cas de la ville de Toronto pourrait dire que cela n'avait rien à voir avec elle et que Métro, le Grand Toronto, devait s'en occuper. Mais on a décidé à Mississauga que la région de Peel était la partie la plus pertinente dans ce cas et peut-être qu'il y a une façon de faire participer la région de Peel et voilà en fait ce sur quoi nos discussions ont porté avec les fonctionnaires du ministère et les représentants du maire. Je crois que cela a eu lieu juste avant Noël. Cela a eu lieu avant Noël, oui, et une approche, ou plutôt nous sommes maintenant ou plutôt la ville de Mississauga maintenant est entrée en contact avec la région de Peel et comme vous le souhaitez, j'espère que nous allons pouvoir donner suite à ce projet le plus tôt possible. Cela met fin à la période des questions et des réponses.